Bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. La visite du président israélien en Suisse symbolise l'excellence des relations entre les deux pays. Le mandat d'Ignacio Cassis aux affaires étrangères a marqué un rapprochement des positions suisses et israéliennes. Une bonne entente politique mais scientifique aussi, nous dira Stéphane Amar à Jérusalem. Des mesures de protection exceptionnelles entouraient le procès d'un présumé djihadiste à Sierre, en Valais. Le jeune homme, accusé d'avoir voulu commettre un massacre au nom de l'islam, vient d'être condamné à 30 mois ferme de prison. Le Pakistan est face à un déluge d'ampleur historique. Un tiers du pays subit des pluies qui ont déjà fait plus d'1 millier de morts depuis le début de la mousson. Deux avancées importantes pour l'énergie solaire en Suisse. Une commission veut accélérer les grands projets de panneaux dans les Alpes. Et puis, à Lausanne, 60% des toits de la ville n'auront plus besoin d'un permis pour être équipés. Nous recevrons le municipal lausannois Xavier Compagnie. Si vous avez peur des araignées, sachez que ça se soigne plutôt bien. On peut même en guérir, semble-t-il. La preuve dans ces séances de désensibilisation qui pourrait tout de même glacer le sang des plus arachnophobes d'entre nous. C'est l'entente cordiale qui règne entre la Suisse et Israël. Le président israélien Isaac Herzog a été reçu à Berne aujourd'hui par le président de la Confédération, Ignacio Cassis. Une visite qui marque aussi la relation particulière qui unit les deux pays, 125 ans jour pour jour après le congrès sioniste de Bâle qui avait posé les bases de la création d'Israël. Pierre Nebel. Il a d'abord fallu contrôler le moindre détail. Vérifier l'alignement, polir ce qui devait encore l'être, et enfin... C'est bon, fini, je suis sûr, c'est bon. La Suisse peut accueillir dignement le président israélien Isaac Herzog. Rapide revue des troupes, et puis on passe aux discussions. On parle coopération économique et scientifique, mais surtout la Suisse exprime sa préoccupation face au conflit israélo-palestinien. Il est temps que les Israéliens et les Palestiniens retournent à la table des négociations. Inutile de dire que la Suisse est prête à offrir ses bons services pour aider à avancer. À Bâle, hélas, où Isaac Herzog assistera ce soir au 125e anniversaire du premier congrès sioniste, la paix ne règne pas complètement. Le dispositif de sécurité est très important. Déjà hier, des manifestations ont eu lieu dénonçant la politique israélienne face aux Palestiniens. Une banderole reprend même un rapport très controversé d'Amnesty selon lequel Israël suivrait une politique d'apartheid. Réaction virulente d'Isaac Herzog. Je rejette complètement ce rapport. Nous sommes une démocratie vivante. Nous sommes très fiers de notre état de droit, de notre liberté d'expression et des droits de l'homme appliqués à tout le monde en Israël. Israël, dont l'existence même est la conséquence de ce premier congrès sioniste tenu à Bâle il y a 125 ans. Stéphane Amar, on vous retrouve à Jérusalem. Cette visite du président israélien, elle intervient alors qu'on vit une sorte d'âge d'or des relations entre les deux pays. Oui, absolument. C'est dû en grande partie à l'attitude d'Ignacio Cassis, déjà lorsqu'il était aux affaires étrangères envers Israël. Il a pris plusieurs positions clairement pro-israéliennes. On s'en souvient l'an dernier avec le déplacement du bureau de la coopération de Jérusalem-Est à Ramallah, ce qui était une manière de reconnaître une forme de souveraineté à Israël, à Jérusalem-Est. Ça avait fait, on s'en souvient, grincer beaucoup de dents du côté palestinien. Et puis, il y a globalement, effectivement, une attitude extrêmement positive. Et cet abandon d'une certaine manière d'une position qui voudrait forcer Israël à accepter la solution à deux États. On s'en souvient, l'an dernier également, la Suisse a abandonné l'initiative de Genève et ça avait été très bien reçu ici en Israël. Alors il y a l'aspect politique, Stéphane, il y a aussi l'aspect scientifique, économique. Là, ça marche très bien également entre les deux pays. Oui, absolument. On l'a dit dans le reportage, il y a beaucoup de coopération, notamment au niveau de la fintech, de cette fameuse finance bancaire qui se développe beaucoup entre Israël et la Suisse. Il y a très régulièrement des colloques, des échanges entre à la fois les hommes d'affaires et les scientifiques. Ce sont deux pays qui sont de taille comparable en nombre d'habitants et qui ont des économies également assez proches, fait de petites PME extrêmement dynamiques, de start-up qui fonctionnent très bien. Et cela aussi, bien sûr, contribue à rapprocher les deux pays.
Merci beaucoup Stéphane. La visite du président israélien en Suisse intervient le jour de l'anniversaire du premier congrès sioniste tenu à Bâle en 1897, il y a 125 ans exactement. Le président Herzog est l'une des 1200 personnalités juives invitées à ces célébrations. C'est au congrès de Bâle qu'avait été lancée l'idée même de créer un État pour les Juifs. Tobias Bossart, Jean-Marc Berger. Le Stadtcasino à Bâle, c'est ici que le 29 août 1897, quelques 200 personnalités juives de toute l'Europe se retrouvent. Face à l'antisémitisme montant, ils adoptent l'objectif de Theodor Herzl d'établir une patrie pour les Juifs en Palestine. Une étape décisive vers la création de l'État d'Israël, selon cet historien. On a mis en place une sorte de parlement national dans lequel on discutait de tous les thèmes liés à la création de cet État. Bâle, une ville très libérale, s'est avéré être le lieu idéal pour développer ce projet. Au tournant du siècle, l'idée de créer un État ne fait de loin pas encore l'unanimité parmi les Juifs. 9 autres congrès suivront à Bâle, où seront définis notamment le drapeau et l'hymne d'Israël. Selon le président des Juifs helvétiques, cela a marqué les relations entre Israël et la Suisse. Dans les villes israéliennes, on trouve des rues de Bâle. À Bâle, nous avons la rue Theodor Herzl. La plupart des Juifs savent que ces congrès fondateurs ont eu lieu ici, et cela crée un lien. Il faudra attendre la Shoah pour que naisse l'État hébreu. En 1947, l'ONU divise la Palestine en 2 parties, juives et arabes. Après la proclamation de l'indépendance, 1 an plus tard, par Ben Gourion, sous le portrait de Herzl, la région s'enflamme, un conflit israélo-arabe irrésolu jusqu'à aujourd'hui. Herzl et ses contemporains voulaient créer un État égalitaire dans lequel Juifs et Arabes auraient cohabité en paix. Ils n'ont pas anticipé la montée du nationalisme arabe. En voyant le résultat, Herzl aurait certainement dit qu'il y a encore beaucoup de travail pour mener le sionisme à son terme. La vision de Herzl ne s'est pas réalisée. Au moment de célébrer les 125 ans du sionisme ce soir à Bâle, de nombreuses questions restent à résoudre. Un nouveau vaccin contre le Covid est autorisé en Suisse. Swissmedic autorise le vaccin dit bivalent de Moderna, un vaccin qui cible aussi le variant Omicron. Un vaccin qui est disponible donc, mais qui ne sera pas encore injecté en Suisse. Pour cela, il faut que la Commission fédérale de vaccination donne ses recommandations. Explication Feriane Mestiri. Un peu lente la Suisse ? Eh bien pas cette fois. Ce lundi, Swissmedic a été l'une des plus rapides, après le Royaume-Uni, à autoriser le vaccin contre le Covid de 2e génération, celui de Moderna. Les données que nous avons reçues ont prouvé l'efficacité, la sécurité et la qualité de ce médicament. Le directeur de Moderna pour l'Europe ne cache pas sa fierté. Mais aujourd'hui, c'est pour moi une grande fierté que la Suisse est le 2e pays à approuver ce nouveau vaccin bivalent pour les patients suisses. Pourtant, ce vaccin de 2e génération arrive au moment où la vaccination n'est plus une préoccupation pour l'ensemble de la population. Mais cette médecin au HUG le rappelle, le vaccin reste une arme cruciale contre les complications d'un virus qui n'a pas disparu. On ne peut pas se dire qu'il n'y a plus du tout de Covid dans la société. On le voit moins, on le recherche moins, mais il est toujours là en circulation. Les personnes à risque doivent donc rester vigilantes et garder leur vaccination à jour. Le vaccin actuel demeure très efficace contre les complications et les décès, mais il est peu utile contre l'infection. Depuis son apparition, le virus a muté, plusieurs fois. Et le variant Omicron a trouvé les failles. Ce vaccin de 2e génération, dit bivalent, sera plus efficace. Il a été développé en ciblant les 2 variants, Omicron et le variant original. Les anticorps neutralisants qui seront développés après vaccination, qu'ils restent beaucoup plus longtemps. Donc clairement, il est plus efficace, clairement, il a une largeur de couverture plus grande, donc ce sera clairement un meilleur vaccin. Selon Moderna, les premiers vaccins pourront être livrés la semaine prochaine. Entre 5 et 8 millions de doses sont prévues ces 6 prochains mois. Mais pour l'Office fédéral de la santé publique, le lancement effectif de la vaccination devrait avoir lieu en octobre. D'ici là, un 2e vaccin bivalent viendra peut-être compléter l'offre. Swissmedic étudie encore la demande que Pfizer a déposée au début du mois d'août. Un Afghan de 23 ans vient d'être condamné à 30 mois de prison ferme aujourd'hui en Valais. Il était accusé de préparer une série d'attentats à caractère djihadiste. Le procès s'est tenu dans des conditions de sécurité exceptionnelles. La justice a imposé l'anonymat de tous les magistrats par crainte des représailles. Claudine Gaillard-Torrent.
Derrière ses stores baissés, un jeune Afghan comparaît, les pieds entravés. À 23 ans, il est accusé d'avoir préparé une série d'attentats au nom d'Allah, alors qu'il était incarcéré pour tentative de meurtre. Ce matin, exceptionnellement, les médias n'ont pas l'autorisation de filmer les magistrats. Un anonymat exigé par la justice par crainte de représailles. Les risques inhérents à ce genre de procès est en premier lieu, j'ai envie de dire que le jugement qui est rendu soit influencé par la peur des auxiliaires de la justice. Et le deuxième risque, c'est que les auxiliaires de la justice se retrouvent dans une situation où ils peuvent être l'objet de menaces ou alors même d'un attentat en tant que tel. Et c'est ça qu'on veut éviter. Pour le ministère public, l'homme radicalisé est déterminé. Il a fabriqué un couteau à l'atelier du centre éducatif fermé de Pramont et tenté d'y faire entrer des armes. Il explique à ses co-détenus vouloir tuer un gardien et faire un carnage dans une boîte de nuit, surtout des homosexuels et des femmes en petite tenue. Tout cela relève de l'intention, du fantasme, clame son avocat qui plaide l'acquittement. Mais pour cet expert en terrorisme, le profil du jeune Afghan inquiète. On est face à quelqu'un, je pense, qui a un discours qui est très rationnel et qui, dans ses propos, montre en tout cas une volonté de vouloir punir, selon la doctrine de certains groupes terroristes, tous ceux qui n'appartiennent pas ou qui ne partagent pas sa vision de sa foi. En fin d'après-midi, le verdict tombe. 30 mois ferme, une prise en charge thérapeutique, puis le jeune Afghan sera expulsé de Suisse pour 10 ans. Un jugement plus clément que les 4 ans ferme et 15 ans d'expulsion demandés par le ministère public. Un autre procès lié au djihadisme s'est ouvert aujourd'hui au tribunal pénal fédéral de Bellinzone, celui d'une Suissesse de 29 ans, poursuivie pour une attaque au couteau en novembre 2020. Elle avait agressé 2 femmes dans un grand magasin de Lugano, se réclamant du groupe État islamique. Elle doit répondre notamment de tentatives d'assassinat et d'actes terroristes. Ses avocats invoquent, eux, les problèmes psychologiques de l'accusé et contestent la nature terroriste de son acte. Autre procès important aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds. Il s'est ouvert ce matin, un procès pour corruption dans le monde de l'horlogerie. Après 2 reports, le tribunal criminel a auditionné les 3 prévenus, d'anciens employés des marques Tissot et CK Watches. Selon les avocats du Swatch Group, le préjudice s'élève à 60 millions de francs. Élodie Beutron et Miroslav Marez. Reporté à 2 reprises, le procès a débuté ce matin au tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds. 3 ex-employés des marques Tissot et CK Watches sont soupçonnés par leurs anciens employeurs d'avoir touché plusieurs millions de francs de pots de vin de la part de sous-traitants asiatiques. À la barre, tous les prévenus rejettent les accusations de corruption. L'accusation est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Je vous rappelle qu'il y a prescription sur les infractions relevant de la corruption passive et sur le blanchiment d'argent. Les faits ont eu lieu entre 2006 et 2015. Les prévenus auraient divulgué des secrets de fabrication confidentiels et fermé les yeux sur certains problèmes de qualité afin d'orienter les acheteurs de leurs entreprises vers les auteurs des pots de vin des fournisseurs de Hong Kong. On parle quand même de faits qui concernent tout le monde puisque ça affecte l'économie, la gestion déloyale et la corruption en général atteint l'économie dans sa globalité et il me semble important qu'on lutte contre ça. Un procès retentissant dans tout le milieu horloger. Le préjudice est estimé à 60 millions de francs par le Swatch Group. Les prévenus sont accusés de gestion déloyale, de corruption et de blanchiment d'argent. Ils risquent 5 ans de prison. À l'étranger, le Pakistan vit ses pires intempéries des 30 dernières années, selon les autorités du pays. Depuis le début de la mousson en juin, les pluies et les inondations ont fait plus d'1 millier de morts. Un tiers du Pakistan est sous les eaux. Laurent Bourcalter. L'eau s'est retirée, dévoilant l'ampleur de la destruction. Voilà tout ce qui reste de leur maison. Réhan et ses proches tentent péniblement de sauver leurs quelques possessions, les miettes de leur vie d'avant le cataclysme. Ma maison est détruite. Je ne sais pas comment la reconstruire, je n'ai même pas de quoi manger. J'ai tout perdu, je ne sais pas où aller, que Dieu m'aide. Un désarroi partagé par des dizaines de millions de Pakistanaises et Pakistanais à travers le pays touché par une mousson monstrueuse qui a fait plus d'1 millier de morts depuis juin. En cause, des précipitations 2 à 4 fois plus abondantes que d'habitude et la fonte des glaciers au nord du pays.
Un tiers du pays est sous les eaux. Près d'1 million de maisons sont détruites. Les opérations de secours sont difficiles. Il n'y a presque plus de zone d'atterrissage. De la part du gouvernement et du peuple pakistanais, je vous demande à vous, nos expatriés et amis à l'étranger, de s'il vous plaît, aider les victimes dans cette situation très, très difficile. Je suis sûr que les Pakistanais expatriés ne décevront pas leurs frères au Pakistan. Un appel à l'aide désespéré des autorités qui qualifient ces pires inondations en 30 ans de crise aux proportions inimaginables résultant du changement climatique. On nous promettait la Lune, eh bien ce sera pour plus tard. Le lancement du programme Artemis a été reporté aujourd'hui à Cap Canaveral aux États-Unis en raison de problèmes techniques. Artemis devait relancer les plans américains de conquête de la Lune plus d'un demi-siècle après les expéditions Apollo. Marine Zeller, Théo Janet. 8h33 ce matin, base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Les spectateurs sont venus par milliers. Les caméras du monde entier sont rivées sur une fusée qui ne décollera pas. C'est le commentateur de la NASA qui l'annonce. La directrice de lancement Charlie Blackwell Thompson annonce l'annulation du lancement. Je répète, la directrice de lancement annonce l'annulation. Une fuite tôt ce matin, puis un moteur qui ne démarre pas. L'engin de 98 mètres restera au sol. Nous ne lançons pas une fusée tant que tous les feux ne sont pas au vert. Et il y a eu un problème avec une fuite sur un moteur. Dans ces cas-là, vous ne pouvez juste pas y aller. Il y a des règles à respecter. Le programme Artemis, c'est le retour annoncé de l'homme sur la Lune, 50 ans après Apollo. Cette première mission doit envoyer la capsule Orion, inhabitée, sur la face cachée de la Lune. Apollo s'est focalisé sur une zone équatoriale assez facilement accessible. Aujourd'hui, nous relevons le défi de viser les régions polaires. Le challenge, tester le bouclier thermique de la capsule lors de son retour sur Terre à 40 000 km/h. En 2024, Artemis 2 enverra des astronautes en orbite autour de la Lune. Artemis 3 prévoit un alunissage en 2025 avec passagers et passagères. Le programme Artemis est le début de la prochaine ère. C'est dans notre ADN, nos traditions d'être visionnaires, d'inspirer les autres, d'une manière qui va être bénéfique pour tous les hommes et les femmes. Un lancement raté aujourd'hui mais pas annulé. Prochaine fenêtre de lancement ce vendredi, 19h48 heure suisse ou dans la nuit de lundi à mardi prochain. La Suisse doit développer rapidement l'énergie solaire. C'est le vœu d'une commission parlementaire à Berne. Aujourd'hui, elle veut accélérer les grands projets photovoltaïques dans les Alpes, mais c'est d'abord sur les toits des immeubles que se joue cette révolution solaire, avec un obstacle à contourner, celui de la protection du patrimoine. Reportage en Valais à Neuchâtel, Élodie Bottron, Cédric Jourdan. C'est la fin d'un long combat pour Yves Henny, propriétaire d'une maison historique dans le vieux village de Ventône. Il a enfin obtenu l'autorisation de déployer une couverture solaire sur son toit. Juste pour avoir les autorisations et tout, il nous a fallu 2 ans. Et ça fait 13 ans qu'on travaille sur le projet global énergétique dans cette maison. Il faut vraiment se battre, hein. Il faut être très déterminé. Le temps que l'on perd dans toute cette paperasse, c'est inimaginable. Sa maison est située dans un quartier classé à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale. Impossible d'y installer des panneaux solaires. Il a donc dû se tourner vers une autre solution, des tuiles solaires. Si on mouille la tuile, on peut voir les cellules photovoltaïques sous le verre. C'est un verre qui résiste à la grêle. Si un panneau solaire produit 200 watts par mètre carré, ici c'est 160 watts. C'est 20% de moins. Mais comme les tuiles solaires sont petites, le design est flexible, on peut couvrir le 100% de la surface du toit. Une solution 2 fois plus chère que des panneaux solaires. Autre lieu et autre situation. Miguel da Silva réside au Locle, dans un site classé à l'UNESCO. Ici, la surface de pose de panneaux est limitée, au maximum 60% de la surface du toit. Miguel a dû revoir son projet. On avait prévu 31 panneaux sur une seule face, donc sud, et on est arrivé au bout avec 29 panneaux, mais sur 2 faces, donc 25 sud et 4 est. À la clé, un rendement moindre. Du coup, la ville tente d'assouplir les critères de l'UNESCO. Elle planche sur un nouveau plan directeur.
Le but, c'est de faire évoluer les choses pour véritablement prendre le tournant des énergies renouvelables qui sont une nécessité à l'heure actuelle. Néanmoins, nous devons trouver un point d'équilibre avec notre inscription au patrimoine mondial de l'humanité. À l'heure où chaque kilowattheure compte, l'assouplissement des critères limitant les installations photovoltaïques pèsera aussi dans la balance du tournant énergétique. Et on voit que dans ce domaine, ça bouge à Lausanne. Avec nous, Xavier Compagnie, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller municipal donc à l'exécutif de Lausanne, en charge de l'énergie, des services industriels. Alors, vous annoncez une petite révolution aujourd'hui. Pour 60% des toits lausannois, il n'y aura plus besoin d'une enquête publique ou d'un permis pour installer ces panneaux solaires. N'avez pas peur que cette belle ville de Lausanne qu'on voit derrière vous, elle soit un peu défigurée ? Non, au contraire, on a mené des études qui démontrent que 2/3 des toits ne font aucune opposition entre patrimoine et panneaux photovoltaïques. Et donc, pour ces 2/3 de toits, nous avons voulu accélérer les choses et on garantit un traitement dans les 30 jours des demandes et puis de pouvoir installer rapidement ensuite les panneaux solaires. Il y a toujours ce dilemme chez les Verts, dans votre parti. Certains vous diront, y compris dans votre parti les Verts, qu'au fond, plutôt que de tenter de produire toujours plus, économisons, ralentissons un peu. Alors, je pense qu'il faut clairement des deux. Nous avons besoin d'économie, cet hiver, mais aussi pérenne. Et puis, en parallèle, nous avons besoin de production locale, de production décentralisée. Et il faut maximiser la production que l'on peut, en tout cas dans les villes et sur les toits. Alors là, on parle des toits. À Berne, aujourd'hui, une commission parlementaire, unanimement, veut aller plus vite avec les grands projets solaires dans les Alpes. On parlait d'un exemple à Gondot, dans le Haut-Valais, sur un alpage. Est-ce que c'est vraiment ça, la solution aujourd'hui, tapisser aussi des sites naturels ? Je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert et puis examiner toutes les solutions. Il reste énormément de potentiel en plaine, sur les autoroutes, dans les bretelles autoroutières pour du solaire au sol qui nous est refusé jusque-là par la Confédération. Sur les toits en ville, on voit que Lausanne peut produire la moitié de son électricité sur les toits de sa ville. C'est ce que nous avons mené. Et puis ensuite, rester ouvert sur des potentiels autres et avoir une pesée d'intérêt entre soit des nouvelles centrales hydrauliques ou du solaire un petit peu ailleurs pour voir lequel est moins nocif à l'environnement et lequel est meilleur en termes énergétiques. Vous disiez les autoroutes, par exemple, ces sortes de hangars géants au-dessus des autoroutes, ça, on peut aller dans ce sens-là ? Alors oui, la ville de Lausanne est partenaire avec d'autres énergéticiens romans pour une étude, pour un projet pilote en Valais. Nous espérons que l'OFRU ira de l'avant et que nous pourrons couvrir déjà une première portion des autoroutes. C'est un territoire où il n'y a pas d'opposition avec le paysage et où on peut de toute façon couvrir un maximum de surface. On peut imaginer très rapidement la plupart, 60-70% des toits de Lausanne en panneaux solaires, ou c'est trop ambitieux ? Alors on espère que les mesures que nous avons mises aujourd'hui en place, c'est-à-dire la facilitation des procédures, mais aussi l'incitation financière et une garantie sur 10 ans d'un prix de rachat minimum pour que les propriétaires puissent investir, que ces premières mesures incitent dans un premier temps, et puis ensuite nous devrons venir avec de nouvelles mesures pour aller convaincre les plus réticents ou les moins pressés. Merci beaucoup Xavier Compagnie. Merci. Merci à vous. Et puis en attendant, le Conseil fédéral lui recommande la frugalité énergétique. Une campagne de communication devrait être présentée mercredi pour inciter aux économies. L'approvisionnement en gaz pourrait s'avérer difficile cet hiver, suivant la politique de la Russie. Mais la Suisse romande a l'avantage d'être approvisionnée via la France. Reportage Charlotte Onfroy-Barry. C'est un assemblage de quelques tuyaux et compteurs nichés entre deux champs. C'est un poste d'interconnexion où on trouve le gazoduc qui descend de Étré, la Cure, il passe à Trélay, il continue à Gland et ce gazoduc nous donne l'accès notamment au stockage français. À l'intérieur, transite le gaz qui alimente toute la Suisse romande, 1,5 TWh stocké en France dans des cuves remplies à plus de 90%. Le reste du pays est alimenté par l'Allemagne qui redistribue le gaz russe à ses voisins. Aujourd'hui, 80% de son stockage est assuré. Des cuves pratiquement pleines qui permettent pourtant de ne tenir qu'un mois seulement en plein hiver. Face au risque de pénurie, le Conseil fédéral déploie un arsenal de mesures. La réduction de 15% des consommations des ménages et des entreprises, le recours massif au mazout pour se chauffer, ou encore la limitation de la température dans les administrations publiques. Et en cas de rupture d'approvisionnement, on va devoir contingenter les consommateurs dits non protégés. C'est en fait tous les consommateurs sauf les ménages, les services essentiels tels que les hôpitaux, les EMS, les services d'urgence. En clair, les entreprises pourraient être privées de gaz un jour par semaine.
Une situation que prépare le directeur de cette fonderie, spécialisée dans la fusion du bronze et de l'acier. On pourrait être amené à fonctionner que certains jours de la semaine en fonderie et à rassembler un peu toutes les productions sur quelques jours, en travaillant en équipe de nuit. Et en attendant une éventuelle fermeture des robinets, ses clients prennent les devants. On a même des clients qui, eux, anticipent ces problématiques-là et qui, avec nous, s'arrangent pour programmer leur fabrication un peu à l'avance et essayer de constituer le stock nécessaire. Cette entreprise vient de lancer un vaste plan d'investissement, 1,5 million de francs pour moderniser ses infrastructures et réduire sa consommation d'énergie. La Suisse compte 960 espèces d'araignées et des millions d'arachnophobes, sans doute. Nous sommes nombreux à avoir une peur panique de ces animaux qui se déplacent sur 8 pattes et qui nous observent de leurs yeux multiples. Eh bien, l'arachnophobie, ça se soigne, ça se guérit même. On va le voir dans ce reportage à Lausanne de Katia S. Elle semble presque complice, mais ne vous y trompez pas. Quelques heures auparavant, voilà quelle était leur relation. Respire. Les épaules en bas. La peur des araignées, l'arachnophobie, chez Aquatis à Lausanne, on apprend à surmonter cette angoisse. Une trentaine de fois par année, on propose ici de se désensibiliser. Et aujourd'hui, c'est le grand jour pour une dizaine de personnes. Je peux faire un face-à-face avec une araignée pendant 1 heure, complètement pétrifiée. J'ai un spray en fait spécial qui va à 3 mètres et je les tue à distance. C'est juste d'arriver ici maintenant que c'est un peu... on est confronté à ce qui va arriver. Car ce qui les attend demande du courage. Laissez-vous aller, il y aura des cris, des larmes, de peur, de joie, il y aura un peu de tout. Des cours pris d'assaut et une peur qu'il vaut mieux apprivoiser. Car en Suisse, il existe en moyenne 150 araignées par mètre cube dans la nature. Première étape pour le directeur d'Aquatis, c'est de leur faire relativiser. Il y a 3-4 mecs bourrés qui vous marchent contre, qui vous harcèlent. Et vous faites quoi? Vous avez appris à gérer cette situation. Puis après, vous arrivez à la maison. Il y a cette petite araignée sur le mur et vous ne gérez pas. Pas à pas, on apprivoise les araignées, notamment avec des mues de mygale. Pour l'approcher gentiment, on va dire. Mais je vais la toucher. Enfin, c'est l'heure de la confrontation avec une tégénaire. Oh my gosh. Heureuse. Oui, franchement, je pensais pas que j'allais pouvoir toucher en tout cas et même prendre en fait une araignée sur moi. Alors, ça fait quoi? Beaucoup d'émotions en fait. Et pour celles qui en redemandent, la mygale, elle aussi, ne souhaite qu'à faire leur connaissance. Bon, on n'est pas forcément volontaire. Enfin, on peut y arriver. C'est un monument classique de l'opéra que se confronte l'association Ouverture Opéra à Sion. Elle montre la flûte enchantée de Mozart. C'est un tremplin pour de jeunes chanteurs lyriques qui viennent d'achever leur formation. Yvan Elie, Cédric Jourdan. Pour ces jeunes solistes, c'est leur première expérience professionnelle sur scène, une rare occasion de se mettre en évidence à la sortie de leurs études lyriques. Parfois, on a des opportunités aux écoles, mais pas nécessairement assez. Je pense des trucs comme ça, c'est vraiment génial pour gagner de l'expérience. On se croit vraiment comme dans un opéra, sauf qu'on n'est pas dans les murs d'un opéra, mais tout le reste autour de nous est professionnel. Donc c'est très motivant. Repérer les jeunes talents et lancer leur carrière, c'est l'ADN de l'association Ouverture Opéra qui monte un classique, la flûte enchantée de Mozart, dans une ancienne usine hydroélectrique sédunoise. Ce soir, on doit vraiment serrer les coudes. Quand les élèves sont dans une école professionnelle, ils sont cadrés, ils savent où ils vont. Et après, il y a ce moment de flottement où ils ne sont pas encore connus, ils ne sont pas encore dans une agence. Il y a un vide et on les aide beaucoup. L'encadrement est professionnel et tout est mis en œuvre pour favoriser le développement artistique des jeunes chanteurs. Quand tu reviens avec ton nez, tu passes derrière le paravent. Il faut trouver chez chacun comment déclencher le jeu. Donc ça demande beaucoup d'intuition, d'empathie, d'esprit d'adaptation aussi. Leur carrière débute aujourd'hui, reste à savoir où elle les amènera dans 5 à 10 ans. Ce sont mes premiers pas dans la vie professionnelle et on verra ce qu'il va arriver. C'est pas facile à dire.
toujours épanouie et heureuse de chanter pour le public qui m'entendra. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est Claudia Mélangeois d'I-Savoie pour la météo. Et puis à 20h10, dans Big Boss, une rare interview, celle d'Avni Orlati, le patron du groupe Orlati, dont les panneaux turquoises sont omniprésents sur tous les chantiers romans. Excellente soirée sur la RTS et à demain. Suivez l'information en continu sur RTS Info.